Je disais donc, c'est un propos ambitieux que vous me prêtez, puisqu'il s'agit d'éclairer d'une certaine manière dans la profondeur historique ce colloque et d'essayer de définir par la ration ce que peut être une portion. En fait, la question des quantités, c'est une question qui est absolument centrale dans toute l'histoire de l'alimentation. Les économistes, les géographes, les historiens, les linguistes, les ethnologues, les anthropologues, les sociologues se sont attachés chacun à leur tour à essayer de percevoir ce que pouvaient être les quantités alimentaires et donner des éléments d'éclairage. Donc, c'est dans une perspective relativement longue que je souhaite aujourd'hui essayer de faire un jeu ou un échange entre la notion de portion et la notion de ration. Définir une portion alimentaire appelle évidemment une mesure quantitative. Ça a été bien introduit dans le propos immédiatement. Mesure quantitative qui, très souvent, est très complexe à élaborer de manière homogène pour des publics ou des consommateurs différents. Et souvent, quand on regarde l'évocation de la portion dans un certain nombre de sources historiques, c'est plutôt des termes qualitatifs qui prévalent. Le roman, par exemple, le roman naturaliste ou le roman du XIXe siècle, évoque souvent la maigre portion qui constitue le repas de l'indigent ou du pauvre. Les règlements des collectivités, règlements de pensionnat par exemple, ou règlements d'hospice, annoncent plutôt la portion sans qualificatif, mais parfois l'associent à des subdivisions. On évoque la demi-portion, on évoque la portion entière, et c'est seulement par la quantification de cette portion que l'on peut mesurer véritablement ce que constituait la nourriture proposée dans ces collectivités. Par évolution d'usage, la portion congrue, c'est aussi un terme que l'on retrouve assez fréquemment, la portion congrue qui, à l'origine, désignait une pension annuelle plutôt modeste versée aux prêtres et aux curés, qui remplaçait une charge ecclésiastique sous l'Ancien Régime, a fini par évoquer un plat qui est plutôt un plat réduit. Être ramené à avoir une portion congrue, c'est véritablement une définition qui n'est pas en mesure ou en volume, mais qui donne une impression de limitation de la nourriture que l'on va pouvoir consommer. Cette désignation de la dotation budgétaire, donc de la portion congrue qui convenait pour vivre, est passée finalement à une notion de ration allouée insuffisante pour subsister. Alors plus rarement, la portion est déclarée trop grosse par le mangeur, c'est assez rare, dès lors qu'il en choisit lui-même le volume. La plainte que les récits d'écoliers, des récits de voyageurs, des récits de malades, des récits de soldats en cantonnement, la plainte que toutes ces collectivités ou ces individus peuvent faire apparaître, porte souvent sur une distorsion entre le service qui est apporté et l'attente qui est satisfaite ou pas. Et en règle générale, souvent une attente insatisfaite. Donc ça signifie qu'entre les deux, l'écart procède d'une estimation qui serait calibrée, qui renvoie en fait à la question de la ration qui est calculée sur des bases économiques, sur des bases nutritionnelles d'un côté, et de l'autre, une estimation de ce qui permettrait la satiété en fonction de pratiques habituelles ou de contexte. Donc la diversité qui a été évoquée d'entrée de jeu, elle apparaît véritablement au cœur de notre propos, puisque ce rapport entre quantité et perception de la satisfaction que l'on peut avoir par rapport à une quantité est au centre d'un certain nombre d'appréciations. On pourrait donc finalement presque poser, dans cette réflexion sur les mots, que la portion est plutôt perçue quand la ration est calculée. Le qualitatif serait du côté de la portion et le quantitatif serait du côté de la ration. La ration désigne spontanément, évidemment, l'administration militaire, la gestion des denrées sous forme d'aliments solides et de boissons délivrés aux soldats, au moins depuis le XVIIe siècle pour les marins. Donc là, il y a des quantifications de rations qui sont un petit peu plus précises. Mais elle peut aussi désigner la nourriture qui est donnée aux animaux selon des critères déterminés par des règles d'élevage, selon un rythme journalier. C'est une expression que l'on trouve de manière récurrente, de plus en plus, dans les traités agronomiques
du 19e siècle, ou dans des journaux, par exemple, comme le journal d'agriculture pratique, où l'évaluation de la bonne ration animale pour l'élevage est évoquée de manière récurrente. Donc, en fin de compte, la ration, au regard de cette approche historique, pourrait désigner une quantité alimentaire qui serait propre à assurer les besoins énergétiques d'un corps. À partir de cette notion de ration, est-ce que l'on peut comprendre ce qu'est une portion, ou historiquement, comment on peut évaluer comment les portions ont évolué? Alors, il me semble qu'il y a deux voies qui permettraient d'apporter des données historiques en fonction de la chronologie dans laquelle on souhaite s'inscrire. Il y a une voie qui serait l'évolution et la diversité des contenants. Car étudier, par exemple, les vaisselles, c'est pratiquement de la micro-histoire. La taille de la louche, la profondeur de la gamelle, le bombage de la cuillère, la taille du verre, toutes ces considérations, qui d'ailleurs n'excluent pas aussi des questions de design ou d'esthétique dans la fabrication de l'objet, sont au cœur de la portionnabilité de l'alimentation. De même, les emballages, et en particulier dans notre évolution contemporaine, les emballages des convenience food, dont le caractère de portionnabilité de l'offre est en fait un enjeu commercial absolument essentiel, est tout à fait révélateur d'un certain nombre de changements alimentaires. On voit entre les années 1950 et les années 2000-2020 combien les emballages de produits alimentaires qui sont destinés à être consommés, par exemple en mobilité, traduisent une évolution des portions ou des tailles des repas qui sont proposés ou qui sont choisis. L'autre voie ne serait pas donc celle de cette culture matérielle des contenants, mais plutôt celle d'une mise en perspective des règles de constitution des rations. Partant de l'idée que ces rations ont pu servir de référence analogique sur ce qu'il conviendrait de servir. La définition est donc là moins esthétique, moins matérielle, moins technique, et probablement plus scientifique, adossée à l'amélioration évidemment des connaissances nutritionnelles. Donc l'idée est de réfléchir brièvement sur ces fils historiques qui font de la portion une sorte d'éléments combinés avec des quantités nutritionnelles que la ration permet de définir. Le premier point que l'on peut souligner, c'est le fait que l'association de la ration aux collectivités nous permet historiquement de mesurer comment un certain nombre de rations ont été calculées. Premier élément, l'antériorité de la ration dans l'approche militaire. Il y a évidemment là un facteur qui est tout à fait essentiel. En passant du principe d'une nourriture des armées sur le sol de l'ennemi qui était occupé à une définition de ce qui devient l'étape, c'est-à-dire la nécessité d'établir une ration militaire proportionnée avec une définition qui évolue en fonction de paramètres multiples. La ration évolue en fonction du budget disponible dans les armées, évolue en fonction des conditionnements, évolue en fonction des conservations de produits, des capacités de conservation, et puis progressivement évolue en fonction de la mesure d'un certain nombre de besoins vitaux qui sont plus ou moins définis très clairement. Au centre reste quand même la nécessité de fixer une quantité. Donc la ration signifie bien l'idée d'une quantité. Quand on prend les premiers règlements de mesure qui soient véritablement en situation de nous donner des évaluations un petit peu plus précises, hein, des évaluations de volume alimentaire par la ration, on peut s'appuyer sur des exemples. Par exemple, un règlement de 1573 qui évoque une notion de ration pour le soldat, 2 pains, 2 pichets d'1 litre, 1,5 livre de chair, c'est-à-dire à peu près 750 grammes de viande, en 1573. Si l'on s'appuie sur un autre exemple, un autre document, 1629, une ordonnance qui précise que la boisson est à la mesure de Paris. Cet élément-là est très intéressant parce qu'il montre que, finalement, d'un lieu à l'autre, dans l'absence d'une homogénéisation des mesures, finalement, la ration ne va pas être équivalente en tous les points du territoire. Une autre ordonnance, en 1665, précise que la ration du fantassin devient l'unité de compte. 2 pains de 12 onces, 360 grammes, chacun, cuits et rassis entre bis et blanc, donc il y a quand même une définition là aussi
de la présentation ou une définition nutritionnelle, une pinte, 1 litre, de vin, à la mesure de Paris, cru du lieu, ou un pot de cidre ou de bière, mesure et cru du lieu. Donc vous voyez, il y a des variations possibles en fonction de l'endroit où se trouve l'armée. En fait, il y a des écarts considérables entre les préconisations réglementées dans le domaine militaire et la réalité de ce que le soldat peut manger ou boire. On aboutit donc, par reproduction, à une définition des rations journalières qui sont calculées petit à petit sur des bases caloriques et sur des mesures qui s'unifient progressivement. Alors on pourrait faire un grand saut dans le passé et puis arriver par exemple en 1930 aux évaluations qui sont données pour atteindre 3400 calories par jour. Dans cette équivalence, il est prévu par exemple 21 grammes de sucre, 50 grammes de confiture, 30 grammes de graisse végétale. Donc voilà des mesures de portionnabilité à l'intérieur de la ration. Une autre approche, toujours dans cette notion de ration en collectivité, peut être la juste part qui était proposée aux élèves des collèges d'Ancien Régime, avec des mesures qu'un article ancien qui date de 1975, un article de Dominique Julia et Wilhelm Frijof, permet de poser de manière un peu claire, en observant les livres de comptes de plusieurs collèges d'Ancien Régime. Les évaluations qui ont été faites sont des reconstructions, en réalité, des rations. Et la reconstruction de ces rations montre, par exemple, qu'entre Auch et Molsheim, il y a des différences qui sont significatives, mais il y a aussi des ressemblances dans le calcul de la ration journalière et donc des portions qui sont servies. La ressemblance, c'est évidemment que le pain demeure l'aliment de base. Vous le voyez à travers le graphique, la colonne bleue. Il y a d'autre part la place secondaire de la viande en fonction des lieux. Et puis il y a des écarts significatifs, par exemple la consommation de produits laitiers. Cette différence que l'on peut trouver dans les collèges, on peut la retrouver aussi dans le domaine hospitalier. Les mesures proposées aux malades dans les règlements d'hôpitaux au XIXe siècle indiquent très précisément les nourritures de base, pain, viande en général, mais en fonction de la maladie, il est spécifié que le malade sera à la quart de portion, demi-portion, 3/4 de portion. Donc il y a là, derrière ces désignations, une sorte d'équilibre alimentaire qui est calculé en fonction de ce que l'on donne véritablement aux malades. Alors, par exemple, le régime gras, le régime maigre ou la diète vont modifier en réalité la quantité de pain, la quantité de soupe. Et implicitement, il y a quand même des mesures de portions. Par exemple, en 1845, un règlement montre que le bouillon, la portion de bouillon, est prévue comme étant 1 demi-litre par homme et par repas. Donc, derrière la ration qui est proposée, il y a en fait l'intégration d'un certain nombre d'éléments qui sont ceux de la portion. Alors, le deuxième point sur lequel on peut insister maintenant est celui d'une sorte de tournant. En fait, un tournant qui s'est élaboré progressivement au cours du XIXe siècle, qui s'est renforcé à la fin du XIXe siècle, qui est l'émergence d'un hygiénisme alimentaire et d'une alimentation dite rationnelle. Alors, cette alimentation rationnelle, dont on peut voir à travers le document qui est ici, extrait d'un article de Martin Bruegel sur la vulgarisation de l'hygiène alimentaire, on peut voir comment cette volonté d'être rationnelle dans la constitution alimentaire pouvait fonctionner. L'idée de départ, c'est de saisir comment l'idée hygiéniste a pu se développer. Cette idée hygiéniste, elle court tout le long du XIXe siècle, et il y a des recherches sur l'alimentation qui progressivement ont accumulé un certain nombre d'éléments. Au XVIIIe siècle, les travaux de Lavoisier sur la physiologie humaine, les chimistes du milieu du XIXe siècle, par exemple un Liebig ou un Boussingault, qui élargissent les savoirs sur la composition des aliments.
Et puis, à la fin du XIXe siècle, des mesures qui deviennent beaucoup plus précises. Et on pense, par exemple, aux travaux qui ont été faits par le directeur des stations agronomiques du ministère de l'Agriculture aux États-Unis, Wilbur Atwater, qui, en définissant la notion de calories, va intégrer, évidemment, beaucoup plus précisément la constitution possible d'une ration. Il y a donc, à la fin du XIXe siècle, une convergence d'intérêts scientifiques entre réformateurs sociaux, entre médecins, entre contemporains qui prennent en compte la question sociale et l'alimentation des différentes catégories de population urbaine, qui conduit à faire émerger un certain nombre de réflexions ou de travaux, voire de sociétés. Tout à fait au début du XXe siècle, la Société scientifique d'hygiène alimentaire, qui est créée en 1904, correspond évidemment avec des promoteurs qui sont issus de l'Académie de médecine, de l'Académie des sciences, des milieux de la Société d'économie politique, par exemple, avec des objectifs qui sont très précis, trouver des solutions scientifiques aux problèmes alimentaires, étudier et vulgariser les méthodes alimentaires, et puis finalement définir des règles normatives. Et le tableau que l'on a ici illustre parfaitement cet aspect, c'est-à-dire c'est un tableau finalement idéalisé d'une alimentation rationnelle en 1905, qui insiste sur la catégorisation des emplois, donc entre ouvriers, ouvrières, employés de bureau, travailleurs de force, il y a des mesures alimentaires qui doivent être différenciées. L'identification de ce qui est considéré comme une alimentation, je cite, défectueuse. Donc il y a un travail qui est présenté sur la nécessité de corriger cette alimentation défectueuse en proposant une ration calorique qui diminue dans certains cas, qui augmente dans d'autres, mais qui en tout cas évoque une sorte de proportionnalité des repas qui implique de calculer des besoins caloriques et qui aboutit à des corrélations entre capacité nutritionnelle, prix alimentaire et finalement conduite comportementale. Donc cette notion de rationalisation et d'hygiénisme alimentaire aboutit à créer des propositions normatives qui ne sont pas nécessairement respectées. Il y a à cela deux éléments qu'il faut ajouter. Pas respectées parce que le public auquel s'adressent ces définitions normatives ne sont pas nécessairement ceux qui, concrètement, sont les récepteurs de l'information. Et donc, leur choix de la portion ou leur choix de ration peut différer, évidemment, en fonction de contextes sociaux multiples. Ce tableau n'est pas non plus appliqué en l'état, car il faut soulever dans la définition de la portion l'idée qu'entre ce qui est préconisé ou ce qui est proposé ou ce qui est offert et ce qui est réellement mangé, le gaspillage alimentaire a été évoqué tout à l'heure, entre l'offre et ce qui est réellement consommé, il y a des mesures qui peuvent être extrêmement différentes. Alors, l'offre alimentaire, elle est aussi parfois conditionnée par des contextes très précis. C'est le cas de ce que l'on peut mesurer avec le rationnement en temps de guerre, rationnement qui, dans les illustrations que vous voyez ici, incite à une sorte de pédagogie alimentaire qui consiste à supprimer le superflu de certains repas ou, de manière réglementée, à rationner la distribution d'un certain nombre d'aliments. Et puis, c'est l'image du centre qui me paraît la plus parlante pour notre propos. Économiser le pain, coupez-le en tranches minces. Il y a toute une pédagogie qui, progressivement, se met en place pour assurer ce que peut être la portion ou la ration. Les deux ne sont pas tout à fait identiques. La ration serait en fait une sorte de cumul de portions. Et la portion, ce serait véritablement la définition de ce qu'il est conseillé de manger en fonction d'un contenant ou en fonction d'un certain nombre de contextes. Alors ça nous permet de finir ce propos sur un troisième et dernier temps qui est de savoir comment les portions ont pu découler de ces bases rationnelles. Délimiter la portion alimentaire oppose en fait deux territoires. Celui d'une alimentation à domicile qui est calibrée par des préférences gustatives, des informations nutritionnelles, des informations contextuelles, des moyens budgétaires, des pratiques qui sont transmises ou transformées, et puis la mise en œuvre éventuellement d'une cuisine ou au contraire d'un assemblage ou d'une délégation de la préparation d'un repas. Donc ce territoire
domestique, entre guillemets, personnel, individuel, il est très difficile de pouvoir mesurer à quoi correspondent véritablement les portions qui sont consommées. Parce que ce sont des éléments déclaratifs que l'on va retrouver dans des enquêtes, ou que l'on va retrouver dans des rapports, ou dans des récits, ou dans des observations, qui ne donnent pas exactement une mesure quantitative extrêmement précise. L'autre territoire, c'est celui d'une alimentation en mobilité. Et on pourrait considérer que la perception de la portion dans sa définition est très fortement conjointe aux pratiques alimentaires relevant de la mobilité ou relevant d'une consommation hors foyer. Cette alimentation, qui peut être une restauration qui connote le type de service, lorsque l'on parle de restauration hors foyer, est le résultat de l'offre de marché, de la possibilité de choisir, de l'inclination à des modes culinaires, à une gestion du temps ou à la praticité de la consommation. Alors, si l'on veut prendre deux exemples qui montrent comment l'alimentation en mobilité peut être un facteur de définition des rations, eh bien, on peut prendre cet exemple du panier du cheminot en 1952, dont les éléments constituent un repas sous forme de préconisations qui sont conseillées dans les journaux corporatifs des cheminots, notamment le journal Notre métier, la vie du rail, en 1952, des conseils qui sont proposés aux ménagères. Ces conseils proposés aux ménagères identifient très clairement dans le menu, dans la ration alimentaire d'un repas, ce cumul ou cette sédimentation de portions, 250 à 400 grammes de pain, 40 grammes de radis, 10 grammes de beurre, 100 grammes d'une tranche de viande froide, etc. Cette définition du panier du cheminot, c'est en fait une définition de consommation alimentaire qui s'inscrit dans un contexte très spécifique, celui d'une économie d'après-guerre, celui de la perception toujours d'un travail du cheminot restant un travailleur de force, celui d'un certain nombre de mesures médicales, et enfin celui de la nécessité, dans le début des années 50, de renutrir une population. Donc, renutrir une population, ça veut dire aussi définir des portions qui soient en rapport avec des besoins de santé. Cette portionnabilité des aliments qui vont constituer la ration se trouve, à la fin de notre propos, transformée par nos pratiques contemporaines et en particulier celles de l'industrie alimentaire. L'alimentation des rues a joué un rôle déterminant dans l'élaboration d'une portion, mais avec une grande variété de types de portions. Quand on observe le document que je projette, pour conclure, on voit comment d'une ration alimentaire, on peut glisser vers un autre terme qui est celui de la part. Ce produit qui propose 500 grammes de nouilles sautées à la chinoise surgelées mentionne spécifiquement sur l'emballage 2 parts. On pourrait donc considérer qu'il y a là une définition très précise par l'industrie alimentaire sur des critères nutritionnels, sur des critères de marketing, sur des critères de satisfaction gustative, sur un certain nombre d'évaluations qui procèdent des panels, que la portion, elle est proposée, elle est prédéterminée. Mais en fait, cette portion telle qu'elle apparaît ici me semble être préjugée de ce qu'est réellement une faim, puisque entre la portion qui est proposée, qui est normée, qui est quantifiée, et ce qui sera consommé effectivement, aucune certitude ne garantit que l'on ait une évaluation nette de la portion. Qu'est-ce qui empêche un consommateur ou une consommatrice de considérer que les 2 parts de nouilles sautées, c'est-à-dire de 500 grammes, ne vont pas constituer une portion, mais pour l'un, une assiette qui est beaucoup trop importante par rapport à ce qu'est sa faim, ou pour quelqu'un d'autre, la nécessité peut-être d'acheter 2 parts pour pouvoir se satisfaire correctement de ce que l'on va manger. Donc en termes de conclusion, je voudrais juste souligner la difficulté d'une évaluation, définition ou appréciation du terme ration, portion, part, qui sont complètement dépendants des contextes dans lesquels on les observe. Si scientifiquement on peut les mesurer, individuellement ou qualitativement,
il y a des différences qui sont extrêmement signifiantes. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Jean-Pierre Huilliot pour cette très belle introduction, cette très belle ouverture du colloque. Je pense que vous avez parfaitement bien posé le problème et vous lui avez donné la bonne profondeur. Est-ce que nos internautes n'ont pas posé de questions encore sur la profondeur historique? Moi, en tout cas, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur cette notion de ration. Quand on est rationné, on a toujours l'impression qu'on ne consomme pas assez, que c'est pas bien. On parle toujours des rations en temps de guerre et comme une période dont il faut sortir au plus vite. Et pourtant, paradoxalement, j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps un travail de nos collègues britanniques qui ont analysé le rationnement de la population britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous savez que là, le rationnement a été peut-être un des éléments importants du succès de la Grande-Bretagne pendant cette période. Il fallait bien nourrir la population, il fallait qu'elle soit capable de produire, qu'elle se porte bien, de façon à ce que l'effort de guerre que l'Angleterre était seule à assumer à ce moment-là puisse se faire. Et les nutritionnistes qui ont repris les données sur cette période se sont rendus compte que finalement, l'état nutritionnel de la population britannique était bien meilleur pendant la guerre, pendant la période de rationnement, qu'il ne l'a été pendant les années qui ont pu suivre, et que les inégalités alimentaires avaient profondément diminué. Donc du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être, ça va être difficile de réhabiliter la notion de rationnement, mais à travers la question de ration, à travers la question d'une certaine rationalité, vous l'avez évoqué aussi, c'est une question importante dans l'alimentation, c'est quand même une question qui reste posée, non ? Alors, je pense que c'est une question qui reste posée dès lors que l'on associe la définition de ces rations à des politiques de santé publique. Lorsque l'on met en œuvre un programme de nutrition ou que l'on élabore un certain nombre de préconisations destinées à la masse des consommateurs, à la masse des clients, à la masse des mangeurs, il y a une définition d'un équilibre qui est considéré finalement comme une sorte d'équilibre optimal, c'est-à-dire en fonction des connaissances scientifiques qui, au début du XIXe siècle, ne sont pas celles dont nous disposons aujourd'hui, permettent de définir que dans une ration, il y aura tant de vitamines, il y aura telle proportion de vitamine C, il y aura telle quantité de sels minéraux, etc. Cette définition, c'est une définition scientifique ou mathématique, qui est une définition émise par un expert assemblant un certain nombre d'éléments. Mais cette définition, elle rencontre le libre arbitre ou l'individualité de celui qui mange, qui peut considérer effectivement que, en temps de guerre, le rationnement est une privation par rapport à ce qui pouvait être consommé avant, avec des représentations de schémas mentaux qui peuvent être multiples, en considérant que le rationnement n'est pas nécessairement une privation sur les quantités, encore que c'est souvent été le cas, mais peut être une privation sur le plan de la liberté de ce que l'on va pouvoir consommer, de ce que l'on va pouvoir trouver, donc acheter dans un magasin ou dans un processus de ravitaillement. Donc il y a une opposition entre une définition de la ration qui serait une norme considérée comme étant une norme bénéfique pour la santé d'une population et la réception de cette norme par le consommateur dans son extraordinaire diversité, qui considère que finalement, ce qui lui est proposé ne correspond pas nécessairement à ce qu'il souhaite faire. Et je pense qu'un certain nombre d'études ont montré la difficulté, par exemple dans le cas du nombre de fruits et de légumes à consommer par jour, l'écart entre la préconisation et l'intégration de cette norme. Donc la définition d'un régime rationnel, c'est une définition quantitative et scientifique, je pense, au regard d'un certain nombre de terrains d'histoire. Il faut y opposer la perception qualitative que le mangeur peut avoir
en considérant qu'il arrive à satiété avec un certain nombre de parts, ou qu'au contraire, la ration qui lui est proposée est largement insuffisante. Et dans la perception de la notion de ration, est-ce que c'est la quantité qui est critiquée? Par exemple, quand on évoque l'armée qui se plaint de rations qui ne sont pas satisfaisantes, est-ce que c'est la quantité ou est-ce que c'est la qualité, donc le plaisir nutritionnel, qui n'apparaît pas dans cette ration et qui donc engendre une critique beaucoup plus sommaire, beaucoup plus globale sur la notion de ration? La ration n'est pas bonne, devient la ration n'est pas suffisante. Merci. Je n'ai pas été militaire, mais en tant qu'ancien pensionnaire, je comprends très bien ce que vous venez de dire. Florence, si tu voulais... Une question d'internaute. Les notions de part sont-elles précisées dans un contexte de repas? Fait-on la différence entre une part au sein d'un menu complet, entrée, plat, dessert, versus un plat unique? Alors la notion de part, elle apparaît surtout dans la définition, pour rester très contemporain, parce que la notion de part, si on l'interroge au XIXe siècle ou au XVIIIe siècle, ne va pas prendre exactement la même définition, allant plutôt vers une définition qui est celle du partage d'un repas. Et donc, il y a toute une sémantique qui pourrait être associée à cette notion de part et au partage. Le fait de partager un repas, c'est bien de diviser en un certain nombre de convives les quantités qui peuvent être allouées pour ce repas. Donc il y a une notion de part qui peut être associée au repas, avec là encore des arbitrages qui sont souvent des arbitrages subjectifs, extrêmement diversifiés, etc. Mais si on se replace dans le contexte très contemporain de la spécification de part sur des emballages, c'est là encore une sorte de préconisation normative, c'est-à-dire d'indiquer un point de repère au consommateur pour savoir si il doit acheter un paquet, 2 paquets, etc. C'est une présupposition des fins ou des équilibres. Donc on n'est plus à ce moment-là dans une question de partage d'une quantité alimentaire que l'arbitrage individuel ou l'arbitrage familial, par exemple, va déterminer, mais d'une évaluation marchande pour définir ce que peut être le rapport entre le prix d'un paquet et le nombre de parts que l'on peut en obtenir.